Le capitaine Helena Voss se tenait sur la passerelle de l'Endeavour et regardait les étoiles défiler devant le hublot. Son vaisseau explorait l'espace depuis 3 mois, cartographiant de nouveaux systèmes et recherchant des signes de vie. C'était un travail paisible, et Helena l'appréciait ainsi. Capitaine, nous avons détecté quelque chose sur les capteurs, annonça le lieutenant Chen depuis son poste. 3 vaisseaux approchaient rapidement. Helena s'approcha de l'écran. Les vaisseaux étaient imposants et ornés d'étranges motifs qui luisaient d'une lumière violette. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Ouvrez un canal, ordonna Helena. Faites-leur savoir que nous venons en paix. L'officier de communication acquiesça et envoya le message. Un silence s'installa un instant, puis l'écran s'anima. Un grand extraterrestre à la peau grise et aux 4 yeux les fixait. Son visage n'exprimait que du mépris. « Vous êtes dans l'espace de Zarine », déclara l'extraterrestre d'une voix glaciale. « Votre vaisseau est primitif. Vous vous soumettrez à une inspection ou vous serez détruit. » Helena sentit sa mâchoire se crisper. L'expédition se déroulait en espace neutre, hors du territoire de quiconque. Elle avait vérifié les cartes stellaires à 3 reprises. « Nous sommes en mission pacifique », répondit calmement Helena. « Nous n'avons aucune intention de causer des troubles. Nous quitterons votre espace immédiatement. » Le commandant Zarine émit un son qui ressemblait fort à un rire. « Votre technologie est une insulte à la civilisation. Vous autres, humains, vous croyez appartenir aux étoiles, mais vous n'êtes rien. Nous allons vous remettre à votre place. » Avant qu'Helena ne puisse répondre, les vaisseaux Atine ouvrirent donc le feu. Des rayons d'énergie rouge s'abattirent sur les boucliers postes de l'Endeavour. Le vaisseau tout entier trembla violemment. Des gens tombèrent en de leur siège. L'alarme retentit sur la passerelle. « Ripostez !» cria Helena. « Sortez-nous d'ici !» Les armes de l'Endeavour ripostèrent, mais les tirs semblèrent ricocher sur les boucliers Zine, comme des gouttes de pluie. Une nouvelle salve s'abattit sur le vaisseau. Cette fois, Helena entendit le terrible bruit du métal qui se déchire. Les lumières du pont vacillèrent puis s'éteignirent. L'éclairage rouge d'urgence s'alluma. Le service technique signale des dégâts critiques. Quelqu'un a crié. « Nous avons perdu l'alimentation principale. Le système de survie est en mode secours. » Helena s'est agrippée à son fauteuil de commandement. Combien de victimes? Un silence terrible s'est installé. 17 morts, capitaine, dont l'ingénieur en chef Morrison. Helena a fermé les yeux un instant. Morrison était à ses côtés depuis 5 ans. Il avait une femme et 2 enfants sur Terre. Elle allait devoir leur écrire une lettre qu'elle n'avait jamais voulu écrire. Le commandant Zatine réapparut à l'écran. « Voilà ce qui arrive-t-il aux primitifs qui s'aventurent là où ils n'ont rien à faire. Votre technologie est pitoyable. Vos boucliers sont comme du papier. Vos armes sont des jouets. Si nous apercevons un autre vaisseau humain dans ce secteur, nous ne serons pas aussi cléments. » Les 3 vaisseaux extraterrestres firent demi-tour et s'éloignèrent, laissant l'Endeavour dériver dans l'espace comme une bête blessée. Pendant des heures, l'équipage travailla dans un silence désespéré. Ils colmatèrent les brèches de la coque avec tout ce qu'ils purent trouver. Ils redirigèrent l'alimentation électrique à travers les systèmes endommagés. Le médecin du bord, Sarah Chen, parcourait les couloirs, soignant les blessés et recouvrant les morts de drapés blancs. Helena traversait les parties endommagées de son vaisseau. Elle vit les consoles calcinées et les trous béants dans les murs, là où les armes Zine avaient percé. Elle vit les visages de son équipage. Certains pleuraient, d'autres fixaient le vide d'un regard absent. Dans la salle des machines, elle trouva l'assistant de Morrison, un jeune homme nommé David, qui tentait de réparer le réacteur principal. Ses mains tremblaient tandis qu'il travaillait. « On peut la remettre en marche, capitaine », dit David sans lever les yeux. « Ce ne sera pas facile, mais on rentrera. »« Du bon travail, David », dit Helena doucement. Elle posa une main sur son épaule. Morrison serait fier. David cessa de travailler et se tourna vers elle.
et la césarée. Des larmes coulaient sur son visage. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. On ne les menaçait pas. On explorait, c'est tout. Je sais, dit Helena. Elle sentait la colère la consumer, une colère brûlante et intense. Je sais. Il fallut 3 jours pour que les moteurs fonctionnent suffisamment bien pour permettre le déplacement. Le voyage de retour vers la Terre dura 6 semaines, au lieu des 3 habituels. Chaque jour, Helena, assise dans son fauteuil de capitaine, repensait à ce qui s'était passé. Elle pensait aux 17 personnes qui avaient péri. Elle repensait au visage du commandant Zen et à ses paroles. Primitif, pitoyable jouet. Lorsque l'Endeavour parvint enfin à se placer en orbite terrestre, les caméras de télévision et les vaisseaux militaires l'encerclèrent aussitôt. Les images de l'attaque avaient été transmises en avance. Toute la Terre avait vu ce que le Zine avait fait. 2 jours plus tard, Helena se présenta devant le Conseil de défense uni. La salle était pleine d'amiraux, de généraux et de politiciens. Tous exigeaient des réponses. « Capitaine Voss, dit l'amiral Marcus Chen, dites-nous tout. » Helena leur raconta l'attaque. Elle leur parla de Morrison et des 16 autres membres d'équipage morts. Elle leur rapporta les paroles du commandant Zatine et ses moqueries envers la technologie humaine. Lorsqu'elle eut terminé, le silence se fit dans la pièce. Puis, l'amiral Chen reprit la parole. Sa voix était dure comme l'acier. « Ils nous ont traités de primitifs, dit-il. Ils ont dit que notre technologie était pitoyable. Ils ont massacré nos hommes et nous ont abandonnés à notre sort dans l'espace. » Il se leva et balaya la pièce du regard. « Je propose qu'on leur montre ce dont les primitifs sont capables quand on les provoque. » Les autres amiraux acquiescèrent. L'une d'entre eux, une femme nommée Général Rodriguez, se pencha en avant. « Il nous faut une réponse. Non pas une vengeance, mais une affirmation. Nous devons construire quelque chose qui dissuadera toute espèce agressive de cette galaxie de s'en prendre à nouveau aux humains. »« Qu'avez-vous en tête ?» demanda quelqu'un. L'amiral Chen sourit, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. « Nous construirons un vaisseau, pas n'importe lequel. Nous construirons quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Quelque chose qui leur fera comprendre que l'humanité ne pardonne pas facilement. » Helena sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. De l'espoir peut-être, ou peut-être quelque chose de plus sombre. « Quel genre de vaisseau ?»« Le plus dangereux jamais créé, » répondit Chen. « Et capitaine Voss, vous en prendrez le commandement. » La salle de réunion, située au cœur du quartier général militaire de la Terre, était bondée. Scientifiques, ingénieurs, officiers et représentants du gouvernement occupaient chaque siège. Sur le grand écran placé au fond de la salle, l'amiral Chen projeta des images de l'Endeavour endommagées, gravées sur les visages des 17 membres d'équipage décédés. « Mesdames et messieurs, » commença Chen, « pendant trop longtemps, l'humanité s'est contentée d'explorer pacifiquement. Nous avons construit nos vaisseaux pour la science, non pour la guerre. Mais la galaxie nous a montré que la paix seule ne suffit pas. Les Atines nous ont attaqués sans provocation. Ils ont massacré les nôtres. Ils nous ont traités de primitifs. » Il marqua une pause et observa la pièce. Ils se sont trompés. Ils pensaient que nous accepterions leur cruauté et que nous nous terrerions de peur. Au contraire, nous allons leur montrer ce que les humains savent faire de mieux. Nous nous adaptons. Nous surmontons les obstacles. Nous construisons. Chen appuya sur un bouton et une nouvelle image apparut. C'était le plan d'un vaisseau, mais différent de tous ceux que l'humanité avait jamais construits. Massif et bardé d'armes, il semblait menaçant. « Voici le projet Châtiment », poursuivit Chen. « Nous allons construire un vaisseau qui protégera l'humanité et enverra un message à toutes les espèces hostiles. Attaquez-nous et nous riposterons avec une force écrasante. » Une femme au premier rang leva la main. Jeune, une trentaine d'années peut-être, elle avait les cheveux noirs tirés en arrière, en une simple queue de cheval. « Amiral, je suis le docteur Sarah Kim. Je travaille en physique.
quantique au MIT. Ce schéma représente des réacteurs à fusion, mais la puissance de sortie semble impossible à atteindre avec la technologie actuelle. Chen sourit. C'est précisément pour cela que vous êtes ici, Dr. Kim. Nous avons besoin de personnes capables de rendre l'impossible possible. Vos recherches sur les réactions de fusion à haute densité ont retenu notre attention. Nous avons besoin de ces moteurs et nous avons besoin qu'ils fonctionnent. Le Dr. Kim examina de nouveau le schéma. Elena pouvait voir son esprit s'activer, calculant les probabilités et les solutions. Il me faudrait un accès complet aux installations de recherche militaire et un financement illimité. Vous avez les deux, répondit Chen. Un homme en uniforme se leva. Il était bâti comme un char d'assaut, le visage et les mains couverts de cicatrices. Commandant James Rodriguez. Développement d'armement. Amiral. Ce vaisseau possède plus de systèmes d'armement que n'importe quel vaisseau capital de l'histoire. La consommation d'énergie à elle seule viderait les réacteurs en quelques minutes. C'est pourquoi nous avons besoin des nouveaux moteurs du Dr. Kim, dit Chen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vous, commandant. Vous avez conçu des armes qui ont transgressé toutes les normes de sécurité. Je vous autorise maintenant à les ignorer. Fabriquer des armes qui terrifieront nos ennemis, lança Rodriguez avec un sourire. C'était le sourire d'un homme qui avait attendu ce moment toute sa vie. « Quand est-ce que je commence ?» demanda Chen. « Aujourd'hui ?» répondit-il. Un homme mince, assis au fond de la pièce, leva nerveusement la main. Il portait d'épaisses lunettes et une chemise tachée de café. Kenji Yamamoto, chercheur en intelligence artificielle. Amiral, je vois dans ces plans que vous souhaitez un système d'IA tactique, mais l'IA militaire est soumise à de fortes restrictions. Les algorithmes que je développe sont considérés comme trop dangereux pour être déployés. Chen acquiesça. Je connais vos travaux, monsieur Yamamoto. Je sais aussi que vous avez développé en secret un système de renseignement tactique complet. Normalement, cela vous vaudrait une arrestation. Aujourd'hui, cela fait de vous la personne la plus précieuse ici. Nous avons besoin de votre IA. Il nous fallait coordonner tous les systèmes de ce vaisseau en temps réel. Yamamoto parut stupéfait. Comment avez-vous eu connaissance de l'existence d'Athéna? Nous savons tout, monsieur Yamamoto. La question est, allez-vous nous aider? Yamamoto remonta ses lunettes sur son nez. Ce que vous demandez contrevient à tous les protocoles de sécurité. Une véritable IA sous contrôle militaire pourrait être dangereuse. Pas autant que d'être sans défense, rétorqua Elena depuis son siège. Tous les regards se tournèrent vers elle. J'étais là, monsieur Yamamoto. J'ai vu 17 membres de mon équipage mourir parce que notre technologie était insuffisante. J'ai vu un commandant extraterrestre se moquer de nous. Si votre IA peut empêcher que cela ne se reproduise, alors nous devons prendre ce risque. Yamamoto la fixa longuement, puis il hocha lentement la tête. Je le ferai, mais je veux un contrôle total sur le développement de l'IA. Pas de supervision militaire, pas de comité, juste moi et mon équipe. D'accord, répondit Chen sans hésiter. L'heure suivante, d'autres personnes furent présentées. Des ingénieurs en structures spécialisées dans les matériaux de pointe, des techniciens en blindage aux idées novatrices, des experts en armement, à qui l'on avait dit que leur conception était trop destructrice pour être réalisée. Tous avaient un point commun. Ils étaient les meilleurs dans leurs domaines respectifs et étaient furieux du sort réservé à l'Endeavour. Après la réunion, Elena se retrouva dans un petit bureau avec l'amiral Chen et le général Rodriguez. Le général était une femme sévère, aux cheveux gris et au regard perçant. « Capitaine Vos Rodriguez, commença-t-elle. Vous comprenez ce que nous vous demandons? Ce vaisseau sera une arme. Son but est d'intimider et, si nécessaire, de détruire les vaisseaux ennemis. Je comprends, répondit Elena. Vous étiez officier scientifique avant de devenir capitaine, poursuivit Rodriguez. Vous avez consacré votre carrière à l'exploration pacifique. Êtes-vous capable de commander un vaisseau de guerre? Elena pensa à Morrison. Elle pensa au jeune pilote mort à son poste et aux médecins tués en tentant de sauver des vies. Elle repensa au visage du commandant Zinn.
Général, je suis devenu capitaine pour explorer les étoiles et établir des contacts pacifiques avec d'autres civilisations, dit Helena d'une voix calme. Mais j'ai aussi prêté serment de protéger mon équipage et mon espèce. Les Atines m'ont appris que parfois, la paix ne suffit pas. Il faut parfois faire preuve de force. Oui, je peux commander ce vaisseau. Rodriguez l'observa un instant, puis hocha la tête. Bien, car il va falloir être forte. Ce projet exigera des mois de travail acharné. L'équipage que vous choisirez devra vous faire une confiance absolue. Et une fois terminé, vous emmènerez ce vaisseau dans l'espace et montrerez à la galaxie ce dont l'humanité est capable. Chen sortit une tablette et la tendit à Helena. Elle contient tout ce que nous savons sur l'armée Zine, leurs alliés et les autres espèces potentiellement hostiles. Étudiez-la, apprenez leurs tactiques, trouvez leurs points faibles. Helena prit la tablette. Quand est-ce qu'on commence la construction? L'installation est déjà en préparation, répondit Chen. On l'appelle la Forge des Titans. Elle est cachée dans les anneaux de Saturne, à l'abri des regards indiscrets. Dans une semaine, vous et toute l'équipe serez transférés. Dès lors, vous n'aurez qu'une seule mission, construire le vaisseau le plus dangereux jamais créé par l'humanité. Comment l'appellerons-nous? Demanda Helena. Chen sourit. Le Prométhée ascendant. Dans la mythologie antique, Prométhée vola le feu aux dieux et l'offrit aux hommes. Les dieux l'ont puni pour cela, mais les humains ont utilisé ce feu pour bâtir la civilisation. Les Atines se prennent pour des dieux. Nous allons leur voler leur feu et l'utiliser pour les anéantir. Helena examina les plans du vaisseau sur sa tablette. Il était brutal et puissant. Rien à voir avec le paisible vaisseau d'exploration qu'elle avait commandé. Mais tandis qu'elle le contemplait, elle sentit quelque chose grandir en elle. Pas seulement de la colère, mais de la détermination. Le Fonzine avait tout déclenché. L'humanité allait y mettre fin. Une semaine plus tard, elle déclara « Nous serons prêts ». L'installation Titan Forge flottait, dissimulée parmi les anneaux de Saturne. Une immense station de construction, bâtie en secret au cours de la dernière décennie. Helena se tenait sur la plateforme d'observation et regardait des centaines d'ouvriers en combinaison spatiale s'affairer autour de la structure métallique de ce qui allait devenir le Prometheus. « C'est plus grand que je ne l'imaginais », dit le docteur Kim à côté d'elle. La physicienne avait des cernes sous les yeux, signe de fatigue, mais sa voix était enthousiaste. Le réacteur à lui seul est 3 fois plus grand qu'une salle des machines de vaisseau amiral standard. Votre système de fusion fonctionnera-t-il? Demanda Helena. Le docteur Kim sourit. Il fonctionnera. Je fais des simulations depuis 72 heures, sans interruption. Le problème des réacteurs à fusion conventionnelle, c'est que tout le monde préfère ne prendre aucun risque. Ils utilisent des champs de confinement magnétique trop faibles, des mélanges de combustibles trop stables. Ils ont peur de repousser les limites. Et vous, vous n'avez pas peur. Helena a dit « Oh, moi, je suis terrifiée », a admis le docteur Kim. Mais l'humanité n'a pas conquis l'espace en jouant la carte de la sécurité. Mes réacteurs utilisent une conception à triple cœur, avec des températures de plasma qui feraient fuir la plupart des ingénieurs en hurlant. Les champs de confinement fonctionnent à 98% de leur capacité maximale. En cas de problème, toute la section réacteur pourrait exploser. Helena haussa un sourcil. Ça n'a rien de rassurant, mais ça marche. Le docteur Kim poursuivit avec enthousiasme. La puissance est incroyable, 3 fois supérieure à celle des technologies extraterrestres comparables. Avec une telle puissance, nous pouvons faire fonctionner tous les systèmes du vaisseau simultanément et il nous restera encore de l'énergie. Les extraterrestres construisent des moteurs efficaces. Nous en avons construit de puissants. Au cours des semaines suivantes, Helena observa le vaisseau prendre forme. La coque était unique en son genre dans l'architecture navale humaine. Le commandant Rodriguez l'avait conçu à partir d'un tissage de nanotubes de carbone, capable d'absorber et de redistribuer la force d'impact. Les couches externes contenaient des millions de drones de réparation microscopiques capables de colmater les brèches et de renforcer automatiquement les zones endommagées.
Les blindages traditionnels sont stupides, expliqua Rodriguez un jour lors d'une inspection de l'ensemble de la construction. Ils restent là, là, passifs, à encaisser les dégâts. Notre blindage, lui, riposte. Il s'adapte. Si l'ennemi frappe une zone à plusieurs reprises, les drones de réparation la renforceront. Et les armes demanda Elena. Les yeux de Rodriguez s'illuminèrent. Suivez-moi. Ils prirent une navette de transport jusqu'au pont d'armement. Elena descendit et s'arrêta. Le niveau entier était rempli de systèmes d'armes. Des canons électromagnétiques longeaient les murs. Des tubes lance-missiles recouvraient chaque surface disponible. Des équipes d'ingénieurs installaient des canons à plasma, des émetteurs de faisceaux d'énergie, des lanceurs de projectiles cinétiques et des systèmes qu'Elena ne reconnaissait même pas remplissaient dans l'espace. La plupart des vaisseaux extraterrestres sont spécialisés, expliqua Rodriguez. Ils sont équipés d'armes à faisceaux, de missiles ou de canons à plasma. Ils choisissent un ou deux types d'armes et optimisent donc leur fonctionnement en conséquence. Nous avons refusé cette idée. Le Prometheus Rising est équipé de tout. Si une arme s'avère inefficace contre un ennemi, nous en essayons une autre, puis une autre encore. Nous continuons à les bombarder jusqu'à ce que quelque chose cède. Elena arpenta le pont d'armes. Cela me paraît excessif. L'excès est justement le but, répondit Rodriguez. Quand le vaisseau entre en combat, je veux que l'ennemi regarde ses capteurs et ressente la peur. Je veux qu'il voie les signatures des armes et qu'il comprenne qu'ils ont commis une terrible erreur. Les humains ne conçoivent pas d'armes élégantes, capitaine. Nous concevons des armes efficaces. Dans une autre partie du vaisseau, Kenji Yamamoto travaillait dans un laboratoire scellé rempli d'équipements et informatique. Elena a dû franchir 3 points de contrôle de sécurité pour lui rendre visite. Lorsqu'elle entra enfin, elle le trouva en pleine conversation avec un mur d'écran, affichant des lignes de code. « Monsieur Yamamoto » l'appela Elena. Il se retourna, surpris. « Capitaine Voss, je vous prie de m'excuser. Je discutais des protocoles stratégiques avec Athéna. »« L'IA est active ?» demanda Elena étonnée. « Pour l'instant, ses capacités sont limitées » expliqua Yamamoto. « Elle est encore en phase d'apprentissage, mais elle fait déjà preuve de capacité remarquable. Regardez ça. » Il tapa quelque chose sur un clavier. Aussitôt, un affichage holographique apparut au centre de la pièce. On y voyait le Prometheus s'élever, encerclé de vaisseaux ennemis. La simulation se lança et Elena observa le vaisseau coordonner ses armes, avec une précision chirurgicale. Les missiles tiraient selon des schémas qui rabattaient les vaisseaux ennemis dans des zones de destruction. Les canons électromagnétiques poursuivaient plusieurs cibles simultanément. Les systèmes de défense fonctionnaient de concert, à l'image d'un organisme vivant. Athéna peut coordonner simultanément tous les systèmes du vaisseau, expliqua Yamamoto. Les équipages humains ont besoin de temps pour traiter l'information et donner des ordres. Athéna, elle, traite l'information en quelques microsecondes. Elle perçoit des schémas et des opportunités qui échapperaient aux humains et tire des enseignements de chaque engagement. « Est-elle dangereuse ?» demanda Elena d'une voix douce. Yamamoto resta silencieux un instant. « Toute arme est dangereuse, capitaine. La question est de savoir si le danger est maîtrisé. J'ai intégré des dispositifs de sécurité dans sa programmation. Elle ne peut pas blesser d'humains. Elle ne peut pas prendre le contrôle du vaisseau sans autorisation. C'est un outil, pas un commandant. Mais elle est plus qu'un simple ordinateur. » Elena répondit. « Oui, » admit Yamamoto. « Elle l'est. J'ai créé quelque chose qui pense et apprend. Cela me tient parfois éveillé la nuit, à me demander si j'ai fait une erreur. Mais je me souviens alors pourquoi nous construisons ce vaisseau. Les Athines nous ont attaqués parce qu'ils nous croyaient faibles. Athéna veillera à ce que cela ne se reproduise plus jamais. » Les mois passèrent. Le Prometheus Rising passa de sa structure initiale à un vaisseau complet. Les ingénieurs installèrent les dernières plaques de coque. Les techniciens activèrent les systèmes d'armement un à un. Les réacteurs à fusion du Dr Kim entrèrent en service, inondant le vaisseau d'énergie. Elena parcourut les couloirs achevés, émerveillée.
Ce n'était pas un vaisseau conçu pour l'exploration ou la paix. C'était un vaisseau conçu pour la guerre. Chaque surface, chaque système, chaque arme avait été pensé dans un seul but: faire regretter aux ennemis de l'humanité leur agression. L'équipage commença à arriver. 3000 hommes et femmes, tous volontaires. Beaucoup étaient des survivants d'attaques extraterrestres hostiles. D'autres étaient des proches de personnes tuées. Tous partageaient la même détermination. Ils voulaient prouver à la galaxie que l'humanité ne se laisserait pas faire. Elena rencontra personnellement chaque chef de département. L'officier d'armement était une vétérane qui avait perdu toute son escadrille lors d'une attaque de pirates. L'ingénieur en chef était David, l'ancien assistant de Morrison qui avait supplié pour obtenir le poste. Le médecin avait soigné les blessés de l'attaque de l'Endeavour. « Nous sommes prêts, capitaine », lui annonça l'amiral Chen lors d'un appel vidéo. « Le Prometheus Rising est terminé. Il est temps pour la croisière d'essai. » Elena se tenait sur la passerelle de son nouveau navire. Il était 3 fois plus grand que le pont de l'Endeavour, avec des dizaines de stations et d'écrans affichant des informations. Au centre se trouvait un projecteur holographique d'où Athéna pouvait apparaître. « Tout l'équipage, ici le capitaine », annonça Elena par le système de communication du vaisseau. « Aujourd'hui, nous effectuons la première sortie du Prometheus. Nous ne testons pas seulement un vaisseau, nous testons une promesse. La promesse que l'humanité ne sera plus jamais qualifiée de primitive. Nous ne verrons plus jamais nos amis mourir sous les rires de nos ennemis. Ce vaisseau est notre réponse à la galaxie. Nous sommes là. Nous sommes forts et nous ne serons pas ignorés. » L'équipage a applaudi. Elena a pris place dans le fauteuil de commandement. « Barre, en avant !» a-t-elle ordonné. Le Prometheus Rising a mis le cap sur l'avant, laissant Titan Forge derrière lui. Ses moteurs crachaient une lueur intense dans l'obscurité de l'espace, et le vaisseau le plus dangereux jamais conçu par l'humanité entama son voyage. La première semaine d'essai fut un désastre. Elena, assise dans sa salle de préparation, lisait les rapports de dégâts avec une frustration grandissante. Lors d'un essai d'armement, 3 canons électromagnétiques ont tiré simultanément, provoquant une surcharge du réseau électrique. La moitié du navire a été privée d'électricité pendant 20 minutes. Lors d'un autre essai, les systèmes de missiles ont été lancés correctement, mais l'IA de ciblage a confondu des drones amis avec des cibles ennemies. « Nous avons construit ce navire trop vite », a admis le commandant Rodriguez lors d'une réunion avec l'état-major. « Nous avons interconnecté tellement de systèmes qu'ils se disputent l'énergie et le temps de traitement. » Le Dr Kim acquiesça. Les réacteurs produisent suffisamment d'énergie, mais le réseau de distribution ne peut pas supporter la charge lorsque plusieurs systèmes s'activent simultanément. Il faut repenser le système de gestion de l'énergie. « Nous n'avons pas le temps pour une refonte », rétorqua Elena. « Le Conseil de défense exige des résultats. Il veut que nous commencions les patrouilles d'ici 1 mois. Sinon, nous échouerons. » Conclut Yamamoto sans embâge. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Capitaine, ce vaisseau a été construit sous l'emprise de la colère, non de la sagesse. Nous y avons embarqué toutes les armes imaginables. Nous avons rendu les réacteurs aussi puissants que possible. Nous y avons entassé des technologies sans réfléchir à leur fonctionnement. Le résultat est un vaisseau dangereux pour son propre équipage. » Elena sentit la colère monter en elle, mais elle la réprima. Yamamoto avait raison. Ils s'étaient tellement concentrés sur la création d'un système puissant qu'ils avaient oublié de le rendre fonctionnel. « Que suggérez-vous » demanda-t-elle. « Donnez plus de contrôle à Athéna » répondit Yamamoto. Actuellement, l'équipe tente de coordonner manuellement des centaines de systèmes. C'est trop. Mais Athéna peut gérer la situation. Elle peut équilibrer la distribution d'énergie, coordonner les tirs d'armes et ajuster les systèmes défensifs en temps réel. Laissons-la faire ce pourquoi elle a été conçue. Cela signifie confier le contrôle d'un navire de guerre à une IA, a déclaré l'officier d'armement nerveux. Et si quelque chose tourne mal, quelque chose ne va déjà pas,
a fait remarquer Yamamoto. Soit on fait confiance à Athéna, soit on accepte que ce vaisseau n'atteigne jamais son plein potentiel. Helena a pris sa décision. Fais-le. Donne à Athéna le contrôle tactique total, mais je veux pouvoir tout contrôler manuellement. Si je donne un ordre, les systèmes m'obéissent, mais pas à l'IA. Compris, répondit Yamamoto. Pendant les 2 semaines suivantes, l'équipage apprit à collaborer avec Athéna au lieu de la combattre. La forme holographique de l'IA apparut sur la passerelle. Un simple motif géométrique de lumière bleue. Sa voix était calme et professionnelle. « Capitaine, je détecte une consommation d'énergie anormale au niveau des armes bâbord. » Athéna dirait « Je recommande de désactiver 3 canons électromagnétiques afin de maintenir un niveau d'énergie optimal. » Au début, l'équipage rechignait à recevoir des ordres d'un ordinateur. Mais peu à peu, il en constata les avantages. Les systèmes, auparavant lourds et lents, devinrent fluides et coordonnés. Le vaisseau commença à ressembler moins à un assemblage de pièces et plus à une arme unique et unifiée. « Nous sommes prêts pour une simulation de combat », annonça Helena. Un matin, l'Athéna chargea le programme de simulation Delta 7. Les écrans de la passerelle s'illuminèrent de données tactiques. La simulation montrait le Prométhéeus s'élevant face à 10 croiseurs ennemis dans un champ d'astéroïdes. Un scénario conçu pour être quasiment impossible à gagner. « Lance la simulation », ordonna Helena. Ce qui suivit la stupéfia. Le Prométhéeus se déplaçait entre les astéroïdes avec une grâce gracieuse. Athéna calculait des trajectoires d'une complexité inouïe, utilisant les astéroïdes comme couverture tout en coordonnant les frappes d'armes avec une précision chirurgicale. Les canons électromagnétiques tiraient à travers les interstices des rochers. Les missiles utilisaient les astéroïdes pour dissimuler leur approche. En moins de 5 minutes, les 10 vaisseaux ennemis furent détruits. « Simulation terminée », annonça Athéna. Aucun dégât subi. L'équipage du pont resta figé, stupéfait. Puis, des applaudissements retentirent, et bientôt, ce fut la liesse générale. Ils avaient enfin découvert le véritable potentiel du vaisseau. « Bravo, Athéna », dit Helena avec un sourire. « Bravo à tous. » 2 jours plus tard, le Prometheus Rising effectuait des manœuvres en espace profond lorsqu'Athéna prit la parole d'un ton urgent. « Capitaine, je détecte 3 vaisseaux en approche. Leur configuration correspond à celle de vaisseaux militaires atteints. » Le cœur d'Helena s'emballa. Poste de combat, tout le monde en position. La passerelle se transforma tandis que les membres d'équipage se précipitaient et à leur poste. Des voyants d'alerte rouge illuminaient tout d'une lueur cramoisie. Helena afficha l'écran tactique et vit les 3 vaisseaux Atine approcher. Ils étaient identiques à ceux qui avaient attaqué l'Endeavour. « Ouvrez un canal », ordonna Helena. L'écran principal vacilla et un visage familier apparut. C'était le même commandant Zin qui avait attaqué son vaisseau des mois auparavant. Ses 4 yeux s'écarquillèrent pleins de reconnaissance. « Toi », dit-il avec surprise, « la capitaine primitive du vaisseau fragile, tu as survécu. »« Oui », répondit froidement Helena, « et j'ai ramené des amis. » Le commandant Zatrine jeta un coup d'œil à ses instruments, puis à l'écran. Son expression se fit amuser. « Vous n'engagez qu'un seul vaisseau contre 3. Vous autres, les humains, êtes vraiment stupides. Votre dernier vaisseau était pitoyable. Celui-ci ne fera pas exception. Je vous donne une dernière chance, dit Helena. Partez maintenant. Ne m'obligez pas à vous montrer ce dont ce vaisseau est capable. Le commandant Zatrine éclata de rire. Le même rire cruel qu'Helena avait entendu dans ses cauchemars. Vous croyez pouvoir nous menacer? Votre technologie est primitive. Vos armes sont des jouets. Nous vous détruirons comme nous avons détruit votre dernier vaisseau. Puis nous irons sur Terre et nous montrerons à votre peuple ce qui arrive aux espèces, qui ne connaissent pas leur place. Il coupa la transmission. Immédiatement, les 3 vaisseaux Zin ouvrirent sur le feu. « Athéna, tu as le contrôle tactique, » dit Helena calmement. « Montre-leur ce que nous avons construit. Ce qui allait suivre ferait parler de lui dans les milieux militaires pendant des années. » Les Atines s'attendaient au même vaisseau frêle qu'auparavant. Au lieu de cela,
Ils se retrouvèrent à Caen face à un véritable cauchemar. Les boucliers du Prometheus Rising encaissèrent en la première salve sans broncher. Puis, le vaisseau se mit en mouvement, accélérant à une vitesse fulgurante. Athéna coordonna simultanément tous les systèmes d'armes. Les canons à rail tirèrent selon un schéma qui submergea les boucliers Zine. Les canons à plasma firent fondre le blindage. Les missiles se faufilèrent entre les tirs défensifs avec une agilité surprenante. Mais Helena avait donné des instructions précises. Athéna, désactiver, ne pas détruire. Athéna cibla donc les moteurs et les systèmes d'armement. Le premier vaisseau Zine perdit ses moteurs et tourna sur lui-même, impuissant, dans l'espace. Le second perdit tout son armement lors d'une frappe précise qui laissa le reste du vaisseau intact. Le troisième tenta de fuir, mais un missile détruisit son moteur supraluminique. L'engagement dura 47 secondes. Helena ouvrit un canal de communication avec les trois vaisseaux. Le commandant Zéténé réapparut à l'écran, mais son arrogance avait disparu. Il était désormais terrifié. « Vous nous avez traités de primitifs », dit Helena d'une voix calme. « Vous avez dit que notre technologie était pitoyable. Vous avez tué 17 membres de mon équipage, et vous en avez ri. » Elle se pencha en avant. « Maintenant, vous allez retourner auprès de votre collectif. Vous allez leur raconter exactement ce qui s'est passé ici. Dites-leur que l'humanité n'oublie pas. Dites-leur que nous ne pardonnons pas. Et dites-leur que s'ils attaquent un jour un autre vaisseau humain, nous ne nous contenterons pas de le neutraliser, nous l'anéantirons. » Elle coupa la transmission et se tourna vers son équipage. Ils la fixaient tous, les yeux écarquillés. « Cap sur la Terre », ordonna Helena. « Il est temps de montrer au Conseil de défense ce que nous avons accompli. » Tandis que le Prometheus Rising passait à une vitesse supraluminique, laissant 3 vaisseaux Zatine hors service dérivant dans l'espace, Helena se permit un léger sourire. Le message était passé. L'humanité n'était plus une proie. La nouvelle de la rencontre se répandit dans l'espace plus vite que la lumière. En quelques jours, toutes les grandes civilisations de la galaxie étaient au courant du vaisseau humain qui avait vaincu 3 vaisseaux Zatine en moins d'1 minute. Certaines espèces envoyèrent toutes leurs félicitations. D'autres lancèrent des avertissements, mais les Zatines déclarèrent la guerre. L'amiral Chen convoqua Helena à une visioconférence sécurisée. Son visage était grave. « Le collectif Zatine a rassemblé une flotte », annonça-t-il. « Selon les renseignements, il y a 50 navires de guerre, dont leur cuirassé lourd. Ils parlent de la plus importante riposte militaire de leur histoire. »« Où vont-ils » demanda Helena, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Ils vous traquent, capitaine. Ils veulent détruire le Prometheus Rising et restaurer leur réputation. Leur orgueil est blessé. » Helena consulta la carte tactique indiquant la position de la flotte. 50 vaisseaux contre un seul. Les chances étaient infimes. « Nous devrions appeler des renforts », suggéra le commandant Rodriguez. « La Terre compte 30 vaisseaux de guerre à portée. Nous pourrions constituer notre propre flotte. »« Non », répondit Helena fermement. « C'est précisément pour cela que nous avons construit ce vaisseau. Montrer aux espèces hostiles qu'elles ne peuvent plus intimider l'humanité. Si nous fuyons ou nous cachons derrière une flotte, le message sera perdu. Nous combattons seuls. » Le capitaine Kim déclara nerveusement. « Les réacteurs peuvent supporter un combat prolongé, mais 50 vaisseaux, c'est une puissance de feu considérable. » Alors, il vaut mieux éviter qu'ils nous tirent dessus tous en même temps, répondit Helena. Analyse d'Athéna. La forme holographique de l'IA apparut. La flotte Zatine utilise une formation de combat standard. Ils sont confiants en leur supériorité numérique. J'estime à 73% les chances de victoire si nous employons des tactiques non conventionnelles. « Et si nous les combattons de manière conventionnelle ?» demanda Helena. « Moins de 5%. » Athéna répondit. « Alors, ce sera une approche non conventionnelle. » Helena déclara. « Cap sur la nébuleuse d'Ambre.
Nous y établirons notre position. La nébuleuse d'Ambre était un immense nuage de gaz et de poussière qui perturbait les capteurs et les communications. La plupart des vaisseaux l'évitaient, car elle rendait la navigation difficile. Le Prometheus Rising arriva 3 jours avant la flotte de Zatine et se prépara au combat. Helena parcourut le vaisseau, parlant à son équipage. Elle lut de la détermination, mais aussi de la peur sur leur visage. Ils allaient affronter un ennemi supérieur en nombre. « Je sais que vous avez peur », leur dit-elle dans le mess. « J'ai peur aussi. Mais souvenez-vous pourquoi nous sommes ici. Souvenez-vous de notre mission. Souvenez-vous de tous ceux qui sont morts parce que des espèces hostiles croyaient que les humains étaient faibles. Aujourd'hui, nous leur prouvons qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, nous montrons à la galaxie ce qui arrive quand on pousse l'humanité à bout. » L'équipage a applaudi, mais Helena pouvait lire l'inquiétude dans leurs yeux. 50 vaisseaux, c'était beaucoup, même avec le Prometheus Rising, aussi avancé fut-il. La flotte Zatine arriva comme prévu. Ils émergèrent d'un voyage supraluminique en formation massive. Leur vaisseau s'étendait à travers l'espace tel un mur de métal et d'armement. Helena les observa sur l'écran principal et sentit son estomac se nouer. « Transmission entrante », annonça l'officier de communication. Un nouveau Zine apparut à l'écran. Celui-ci portait une armure élaborée, ornée de métaux. Ses 4 yeux brûlaient de rage. « Je suis l'amiral Krell du collectif Zine », annonça-t-il. « Vous avez humilié nos forces et tué nos guerriers. Pour ce crime, vous serez anéantis. Votre vaisseau sera réduit en poussière. Votre équipage sera réduit en poussière, et votre espèce misérable apprendra à craindre les Zitrines à jamais. »« Amiral Krell, » répondit Helena calmement, « vous avez amené 50 navires pour en affronter un seul. Vous déployez un cuirassé pour écraser un seul vaisseau, et pourtant, vous éprouvez le besoin de proférer des menaces. Cela me prouve que vous avez peur. » Le visage de Krell se crispa de colère. « Nous ne craignons rien, surtout pas des humains primitifs avec un seul vaisseau volé. »« Ce vaisseau n'a pas été volé, » rétorqua Helena. « Nous l'avons bâti de nos mains, de nos esprits et de notre détermination. Vous croyez que votre supériorité numérique vous sauvera, mais vous allez bientôt apprendre une leçon importante sur l'humanité. Nous ne jouons pas franc jeu. » Elle coupa la transmission et se tourna vers son équipage. « Tout le monde. Ici le capitaine. Poste de combat. Athéna, commandement tactique. Faites-leur regretter d'être venus. » La flotte Zatine attaqua. 50 vaisseaux, tirant simultanément, créèrent un spectacle lumineux qui emplit l'espace. Rayons d'énergie et missiles convergèrent vers la position du Prometheus Rising. Mais le vaisseau humain avait disparu. Athéna avait calculé le moment précis pour agir. Le Prometheus Rising plongea dans la partie la plus dense de la nébuleuse, là où ses capteurs ne pouvaient le détecter clairement. Les armes Zatine frappèrent le vide et s'entrechoquèrent. « La flotte ennemie est désorientée », rapporta Athéna. « Elle a du mal à maintenir sa formation dans la nébuleuse. Je recommande des attaques éclairs. »« Exécutez !» ordonna Helena. Le Prometheus Rising jaillit des gaz de la nébuleuse, tel un prédateur fondant sur sa proie. Ses armes tirèrent en parfaite coordination. 3 vaisseaux Zatine explosèrent avant même qu'ils puissent réagir. Puis, le vaisseau humain disparut dans les gaz. L'amiral Krell hurla des ordres à sa flotte. Ils se dispersèrent pour tenter de couvrir plus d'espace. Mais c'était exactement ce qu'Athéna avait prédit. Divisés, les vaisseaux étaient vulnérables. Sans cesse, le Prométhée s'abattit sur eux. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Détruire ou neutraliser plusieurs vaisseaux, puis disparaître avant que les hyènes puissent réagir. Athéna utilisait la nébuleuse comme un outil, calculant avec précision où attaquer pour un maximum d'efficacité. Mais les Zatines apprenaient. Ils adaptèrent leur formation et commencèrent à utiliser des armes à large zone d'effet qui emplissaient la nébuleuse d'explosion.
Une explosion frappa de plein fouet le Prométhéeus en pleine ascension. Le vaisseau trembla violemment. L'alarme retentit. Brèche dans la coque, pont 7. Quelqu'un cria « Nous avons des pertes !» Une autre voix annonça « Boucliers à 40%. » Elena serra sa chaise. Ils avaient détruit ou mis hors service 20 vaisseaux, mais il en restait 30. Et maintenant, le Dreadnought Zine s'avançait. Il était 2 fois plus grand que n'importe quel autre vaisseau de la flotte, couvert d'armes et d'un blindage lourd. Le capitaine Athéna déclara « Les armes du Dreadnought se chargent. S'ils font feu, nos boucliers ne tiendront pas. » Elena observa l'immense vaisseau s'approcher. C'était maintenant ou jamais. Soit il fuyait, soit il commettait un acte insensé. « Quelle est notre réserve d'énergie ?» demanda Elena. « Environ 60% de la capacité maximale, » répondit le docteur Kim depuis la salle des machines. « Redirigez toute l'énergie vers les moteurs et les boucliers avant, » ordonna Elena. « Athéna, il me faut une route directe vers ce cuirassé. » Un silence s'installa sur la passerelle. Tous comprirent ses intentions. « Capitaine, » dit Rodriguez avec précaution, « c'est une mission suicide. »« Non, » répondit Elena, « c'est un pari. Athéna, quelles sont les chances que le rayon d'antimatière fonctionne ?» Un silence suivit. « Cette arme est expérimentale. Elle n'a jamais été testée au combat. La probabilité de succès est de 47%. » « Mieux que zéro, » dit Elena. Tous se préparent à l'impact. On fonce droit sur eux. Les moteurs du Prometheus Rising tournèrent à plein régime. Le vaisseau accéléra droit sur le gigantesque cuirassé. Les Athéniens n'en croyaient pas leurs yeux. Le vaisseau humain fonçait droit sur eux. Le Dreadnought fit feu. Son puissant rayon d'énergie perça les boucliers avant du Prometheus Rising. Le vaisseau tout entier trembla. Les systèmes furent surchargés. Des passagers furent projetés hors de leur siège. Mais le vaisseau continua d'avancer. Les boucliers faiblissaient. Quelqu'un cria « Tenez bon !» Elena murmura à son vaisseau « Encore un peu !» Ils étaient sortis presque à bout portant. Le cuirassé occupait tout le champ de vision. Elena pouvait voir ses armes se charger pour un tir final. « Athéna !» hurla-t-elle. « Feu !» Le rayon d'antimatière était le projet secret du Dr Kim, une arme qui concentrait une énergie destructrice pure en un faisceau plus petit qu'une main. Elle exigeait toute la puissance que les réacteurs pouvaient produire. Elle n'exista que 3 secondes, mais ces 3 secondes suffirent. Le faisceau transperça les boucliers du Dreadnought comme s'ils étaient de papier. Il trancha le blindage et atteignit le cœur du vaisseau. Un instant, rien ne se passa. Puis, le Dreadnought se brisa en 2. Les 2 débris explosèrent en d'immenses boules de feu. Le vaisseau Zatine restant cessa le feu. Ils venaient d'assister à la destruction de leur vaisseau le plus puissant par un simple vaisseau humain. La voix de l'amiral Krell parvint sur le canal de communication, mais elle n'était plus assurée. Elle était terrifiée. « Retraite », dit-il simplement. « Tous les vaisseaux, retraite immédiate. » La flotte Zatine fit demi-tour et prit la fuite. Ils passèrent à une vitesse supraluminique et disparurent, laissant derrière eux débris et vaisseaux endommagés. Elena s'affaissa dans son fauteuil de commandement. Ils avaient réussi contre 50 vaisseaux. Ils avaient non gagné. Rapport, des dégâts, annonçait-elle chaque semaine. Brèche dans la coque sur 3 ponts. 27 victimes. Le réacteur principal fonctionne à 30% de sa capacité, mais nous sommes vivants. Elena ferma les yeux. 27 morts. 27 noms de plus à ajouter au mémorial. Mais ils avaient prouvé quelque chose d'important. L'humanité ne se laisserait plus intimider. Le Prometheus Rising regagna péniblement l'orbite terrestre. Le voyage dura 2 semaines, car la moitié du moteur supraluminique était endommagée. Elena passa ces semaines à rendre visite aux blessés à l'infirmerie et à écrire des lettres aux familles des morts.
27 personnes de plus avaient 7 perdu la vie. 27 raisons de plus de se souvenir que la victoire a toujours un prix. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur Terre, des milliers de vaisseaux les encerclèrent. Vaisseaux militaires, vaisseaux civils, navettes de presse, tous attendaient de voir le vaisseau qui avait vaincu 50 vaisseaux de guerre zen. Helena se tenait au hublot et contemplait la planète en contrebas. Quelque part là-bas, des familles recevaient ces lettres et pleuraient à leurs proches qui ne reviendraient jamais. Capitaine, lança l'officier de transmission, l'amiral Chen demande une visioconférence. Le visage de Chen apparut à l'écran. Il souriait, mais son regard était triste. Il comprenait le prix de leur victoire. Capitaine Voss, le monde entier est en liesse. Vous avez accompli un exploit incroyable. Vous avez prouvé à toutes les espèces hostiles de la galaxie que l'humanité n'est pas à prendre à la légère. Nous avons payé ce message de 27 vies, répondit Helena d'une voix douce. Et 17 autres sont mortes au cours de cette mission. Cela fait 44 personnes qui ne reverront jamais leur famille. Je sais, dit Chen, et j'aimerais pouvoir vous dire que leur sacrifice empêchera que d'autres personnes meurent. Mais ce serait mentir. La galaxie est un endroit dangereux. Il y aura d'autres combats, d'autres victimes. Mais grâce à ce que tu as fait, il y en aura peut-être moins. Peut-être que certaines espèces y réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer les humains. Cela doit bien signifier quelque chose. Avant qu'Helena ne puisse répondre, un autre message arriva. Celui-ci portait le sceau du Conseil galactique, l'organisation qui régissait les relations entre les grandes civilisations. Il demande votre présence à une session d'urgence, annonça Chen. Chaque espèce membre souhaite rencontrer le capitaine du Prometheus Rising. 3 jours plus tard, Helena prit une navette pour rejoindre la station du Conseil en orbite autour d'une lune neutre. Elle portait son uniforme militaire complet et la médaille commémorative des 17 membres d'équipage disparus lors du naufrage de l'Endeavour était accrochée à son cœur. La salle du Conseil était immense. Des représentants de dizaines d'espèces étaient assis en cercle. Helena et Hans, reconnus certains grâce au rapport des services de renseignement. Le collectif Ven, maître des armes à énergie. L'Empire Korath, réputé pour ses puissants boucliers. La sororité de Zarn, des commerçantes pacifiques qui contrôlaient la majeure partie du commerce de ce secteur. Dans un coin, paraissant plus petit qu'à l'ordinaire, étaient assis 3 représentants zen. Le président du conseil, un grand extraterrestre à la peau bleue et aux multiples bras, se leva pour s'adresser à l'Assemblée. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du récent conflit entre l'espèce humaine et le collectif zen. Les humains, bien qu'étant l'une des plus jeunes civilisations spatiales, ont fait preuve d'une capacité militaire qui a stupéfié la galaxie. Des murmures parcoururent la salle. Helena se tenait impassible, les mains derrière le dos, tandis que différentes espèces débattaient de ce qu'elles représentaient. « Ils sont dangereux », déclara l'un d'eux. « Ils ont construit un vaisseau de guerre plus puissant que tout ce que nous avons vu depuis des décennies. Qu'est-ce qui les empêchera d'en construire d'autres, de conquérir leurs voisins ?» « Ils se sont défendus », rétorqua un autre. Les Atines attaquèrent Manak les premiers, sans provocation. Les humains ripostèrent simplement. L'orateur leva la main pour demander le silence. « Capitaine Voss, vous pouvez prendre la parole. » Helena s'avança. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers elle. Elle pensa à Morrison et aux autres qui avaient péri. Elle pensa à l'équipage du Prometheus se relevant, blessé, mais toujours debout. Elle pensa à l'humanité, petite et jeune comparée à ces civilisations anciennes qui cherchent leur place parmi les étoiles. « Membre du Conseil » commença-t-elle. « Il y a 6 mois, mon vaisseau a été attaqué sans avertissement. Nous étions en mission d'exploration pacifique. Nous n'avons menacé personne. Nous n'avons formulé aucune revendication. Et pourtant, nous avons essuyé des tirs. 17 membres de mon équipage ont été tués. Le commandant attaquant nous a traités de primitifs. Il a dit que notre technologie était pitoyable. Il nous a abandonnés à notre sort dans l'espace. » Elle marqua une pause et observa la pièce. « L'humanité est jeune. C'est vrai.
Nous ne voyageons parmi les étoiles que depuis quelques générations. Nombre d'entre vous ont des civilisations millénaires. Votre technologie est élégante et efficace. Vous avez appris à construire des vaisseaux qui fonctionnent en harmonie avec l'univers. Mais nous, les humains, poursuivit-elle, nous avons appris autre chose. Nous avons appris à survivre. Pendant des millions d'années sur notre planète d'origine, nous n'étions pas l'espèce la plus forte. Nous n'étions pas les plus rapides. Nous n'avions ni griffes, ni armure, ni venin. Ce que nous avions, c'était l'obstination. Quand une menace nous a frappés, nous n'avons ni fui, ni. Nous sommes cachés. Nous nous sommes adaptés. Nous avons triomphé. Nous avons fabriqué des outils et des armes et avons continué à nous battre jusqu'à la victoire. Les Arines ont commis une erreur, dit Helena d'une voix plus assurée. Ils pensaient que notre jeunesse nous rendait faibles. Ils pensaient pouvoir nous attaquer impunément. Alors, nous leur avons montré ce que font les humains face à la menace. Nous avons construit le Prométhée ascendant. Non pas parce que nous voulons conquérir qui que ce soit, non pas parce que nous cherchons à dominer la galaxie, mais parce que nous refusons d'être des victimes. Elle fixa les représentants de Zatine droit dans les yeux. Ils évitèrent son main et son regard. « Nous ne voulons pas la guerre, poursuivit Helena. Nous voulons la paix. Nous voulons explorer, apprendre et commercer avec d'autres espèces. Mais la paix n'est pas synonyme de faiblesse. Cela ne signifie pas que nous accepterons d'être attaqués, harcelés ou traités de primitifs. L'ascension du Prométhée est une promesse. Attaquez l'humanité et nous riposterons de toutes nos forces. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Puis le représentant de VN se leva. « Capitaine Voss, vos paroles sont bien notées. Mais nombreux sont ceux qui craignent ce que votre espèce pourrait devenir. Vous avez construit un vaisseau d'une puissance incroyable. Qu'est-ce qui vous empêche d'en construire une centaine, un millier ?» Helena acquiesça. « C'est une question pertinente. Permettez-moi d'y répondre clairement. L'humanité pourrait construire davantage de vaisseaux, comme le Prometheus Rising. Nous en avons les connaissances et les ressources, mais nous choisissons de ne pas le faire. Un seul vaisseau suffit à transmettre notre message. Nous construisons actuellement de nouveaux vaisseaux, mais ce sont des vaisseaux d'exploration, des transporteurs de marchandises et des vaisseaux scientifiques, des vaisseaux de paix, non de guerre. Le Prometheus Racing restera en service, poursuivit-elle. Il patrouillera l'espace humain et protégera notre peuple, mais il ne sera pas utilisé à des fins d'agression ou de conquête. Son unique raison d'être est de garantir que ce qui est arrivé à l'Endeavour ne se reproduise jamais. La présidente du Conseil réfléchit à ces paroles. Et si une autre espèce attaque les humains, que se passe-t-il alors? Nous réagissons en conséquence. Helena a simplement déclaré « Nous nous défendons. Nous protégeons notre peuple, mais nous ne cherchons ni vengeance ni domination. Nous ne recherchons que la sécurité et le respect. » Le vote a duré 3 heures. Finalement, le Conseil a officiellement reconnu le droit de l'humanité à se défendre. Il a également invité les humains à rejoindre le Conseil en tant que membres à part entière. C'était sans précédent pour une espèce aussi jeune, mais le vote fut quasi unanime. Seuls les représentants Zin s'abstinrent. Helena retourna. Au Prometheus Rising le lendemain, l'équipage avait effectué des réparations et le vaisseau était en meilleur état. Pas parfait, mais mieux. Elle les réunit tous dans le hangar principal. « La galaxie est désormais au courant de notre existence », leur annonça-t-elle. « Certaines espèces nous respectent, d'autres nous craignent. Certains hésitent encore, mais tous savent une chose, l'humanité n'est pas faible. » Elle marqua une pause et observa les visages autour d'elle. « Nous avons perdu des êtres chers dans ce combat. Des gens bien qui méritent de rentrer chez eux, auprès de leur famille. Leurs noms sont désormais gravés sur ce vaisseau. On se souviendra d'eux à chaque vol du Prometheus Rising. Et leur sacrifice signifie que peut-être, qui sait, d'autres humains n'auront pas à mourir comme eux. » « Nous ne sommes pas des conquérants, » poursuivit Helena. « Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes des défenseurs. Nous sommes le rempart entre ceux qui veulent nuire à l'humanité et ceux que nous protégeons. Et nous maintiendrons ce rempart, quel qu'en soit le prix. » L'équipage salua. Helena répondit au salut. Plus tard,
Seule sur la passerelle, Helena contempla les étoiles. Là-bas, quelque part, les Atines pensaient leurs plaies. D'autres espèces revoyaient leur jugement sur l'humanité. La galaxie changeait à cause de leurs actes. Sur sa console de commande, elle ouvrit le dossier commémoratif. Il contenait désormais 44 noms, 44 raisons, justifiant l'existence du Prometheus Rising. Elle lut chaque nom lentement, les mémorisant. L'ordinateur de bord émit un signal sonore. Un nouveau message de la Terre. La construction d'une nouvelle génération de vaisseaux avait commencé. Non pas des navires de guerre, mais des vaisseaux conçus pour la science, l'exploration et le commerce. L'humanité progressait, bâtissant un avenir parmi les étoiles. Mais la résurgence du Prométhée persisterait. Un gardien, un protecteur, un rappel que l'humanité avait gagné sa place dans la galaxie, non par la conquête ou la domination, mais par la détermination et le refus de se laisser anéantir. Helena sourit et donna l'ordre. Helm mit le cap sur la bordure extérieure. Nous avons des étoiles à protéger. Le Prometheus Rising fit demi-tour et s'enfonça dans l'obscurité. Ses armes, silencieuses mais prêtes, étaient prêtes. Sa mission était claire. L'humanité explorerait la galaxie en paix. Mais quiconque menacerait cette paix se retrouverait face au navire le plus dangereux jamais construit. Et il apprendrait ce que le fanzine avait appris, ne jamais sous-estimer l'humanité.